Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette première conférence de la 4e édition du Festival Astroverne. Ça fait déjà 4 éditions qu'on prépare depuis 2018, première année de ce festival. Je vais vous présenter la 4e édition maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 3 jours? Pourquoi est-ce qu'on est à Chamalières? Et puis ensuite, je vous présenterai le conférencier de ce soir que vous êtes venus écouter. Alors, Astrovergne, c'est né en fait de la volonté de 2 associations. Infiniscience, qui est une association clermontoise. Vous pouvez voir les réalisations d'Infiniscience sur les côtés. C'est toutes les conférences qu'on a organisées à Clermont-Ferrand et dans le département du Puy-de-Dôme. Et Astrojeune. Astrojeune, c'est une association dont le siège social est à Chamalières et qui est présidée par Romain Artigue. Je sais pas, je crois qu'il est par là-bas. Voilà, n'hésitez pas. Je vais vous expliquer ce qu'est Astrojeune. C'est une association qui regroupe des astrophysiciens qui vont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées pour transmettre les connaissances. C'est une association qui intervient gratuitement dans ces établissements scolaires. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà que le budget des établissements est pas très élevé. Donc si en plus nous on arrive à 5 ou 6 astrophysiciens et qu'on prend un budget assez élevé, ça marchera plus. Donc c'est Astrojeune qui fait ça avec Infiniscience. Et donc on a fait ce festival depuis 2018. On a reçu plusieurs grands noms de l'astronomie, Hervé Doll, Étienne Klein. On a reçu des astronautes, Michel Tonini qui était là dans cette salle il y a 2 ans, Claude Nicolier, qui c'est que j'ai oublié, et puis plein d'autres, Brigitte Zanda, etc. Et donc on fait des activités pour les enfants. Donc c'est plutôt le matin dans la salle Chatrousse entre 10h et midi. Et puis le soir, on va dans un centre de loisirs à Clermont. Et puis le soir, ici, pour le grand public, on va faire des tables rondes. Il y en avait une cet après-midi sur la place de l'Europe dans l'espace. Les apéro quiz. Alors les apéro quiz, ça vaut le coup. Hein. Si vous n'avez pas déjà participé à un apéro quiz, je vous conseille de venir. C'est à 19h30. C'est des questions sur l'astronomie à l'image de ce qui se passe dans les pubs anglais. Et puis ensuite, on a la grande conférence du soir. Et ce festival-là, il est entièrement gratuit. Normalement, personne n'a payé pour rentrer ici. La seule chose qui est payante à Astroverne, c'est la buvette. Et je vous garantis qu'on n'a pas monté le chauffage dans la salle pour vous faire consommer après la conf. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle ce festival est gratuit, c'est parce qu'on a des partenaires qui nous suivent depuis le début. En premier lieu, évidemment, la mairie de Chamalières qui nous met à disposition ce très bel endroit pour faire des conférences. Tout le personnel technique qui est, je dois le dire, excellent. Et quand on arrive à la dernière minute en disant « tiens, on voudrait faire ça », ils sont là, ils sont sur les rangs et ils nous aident. Ils sont pleins de bonne volonté. Le département du Puy-de-Dôme, et là je fais un énorme clin d'œil à Marianne Marchy, qui, bien qu'à chaque fois qu'on se quitte à la fin du festival, on dit on va commencer le festival, la préparation du festival longtemps avant, comme ça on sera prêt, etc. Le premier message qu'elle reçoit de nous doit arriver à peu près au mi-mai, où on lui dit tiens, il nous faudrait ça, et elle nous aide. En un mois, on arrive grâce à son aide. Donc merci Marianne, elle viendra dire quelques mots tout à l'heure. Et puis la région Auvergne, il y a monsieur Louis Giscard d'Estaing qui représente la région ce soir. Eh bien, je vais l'appeler d'ailleurs, monsieur le maire, est-ce que vous voulez venir dire quelques mots en introduction de cette soirée? Voilà, monsieur le maire. Et madame Marchy qui viendra aussi nous dire quelques mots. Voilà. Ça va être très bref. Merci, cher Nicolas Laporte, parce qu'il a à peu près déjà tout dit sur le contexte qui nous permet d'être ce soir réunis ici à la salle Chatrousse, dans une ambiance chaleureuse, mais c'est, je dirais, la tradition qui veut ça, parce que cette salle a un toit en cuivre qui fait qu'elle a tendance à accumuler la chaleur dans les périodes où il fait bon dans nos régions. Alors, donc très brève introduction. Très heureux qu'effectivement l'association Infiniscience et son animateur Nicolas Laporte aient porté ce principe de ces festivals, de ces Astrovernes. Festival d'astronomie, très heureux en tant que maire de mettre à disposition nos installations municipales pour de tels événements, de le faire avec à mes côtés Marianne Marchy en tant qu'adjointe à la vie associative, donc directement concernée, puisqu'il y a également une association chamaliéroise, Astrojeune, donc présidée par Romain Artigue. Et puis enfin, pour vous dire que nous sommes effectivement, je dirais, en symbiose avec le Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, que je représente ici ce soir, qui est partenaire de l'association Infiniscience et qui attribue une subvention de fonctionnement. Et puis également, et je vais lui passer la parole, la représentante du président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en sa qualité de vice-présidente, chère Marianne. Merci Louis.
C'est avec beaucoup de plaisir et une grande fierté que je m'adresse à vous ce soir au nom donc, du président du département Lionel Chauvin pour lancer aux côtés de Louis Giscard d'Estaing, le maire de Chamalières, sans qui rien ne serait possible puisque cette salle est effectivement celle prêtée par la mairie de Chamalières, ce 4e festival d'astronomie qui se tient bien sûr à Chamalières, je vous le disais, mais surtout et aussi en terre puy-d'Aumoise. Donc merci beaucoup pour votre invitation qui va me permettre de souligner combien le Puy-de-Dôme est une terre de science. Cette année, nous célébrons le 400e anniversaire du scientifique puy-d'Aumois le plus connu, Blaise Pascal. Son nom est utilisé quotidiennement dans le monde entier pour mesurer la pression atmosphérique dont il a découvert la nature avec sa célèbre expérience des liqueurs. C'est d'ailleurs cette expérience qu'Infini Science, en partenariat avec le département, a fait revivre à 200 collégiens du département en juin, et c'était une vraie réussite. Avec aussi une salle, d'ailleurs, espace Simone Veil de la ville de Chamalières. C'est aussi un département idéal pour l'observation des étoiles, avec de grandes étendues naturelles éloignées de toute pollution lumineuse, comme le massif du Sancy, le sommet du Puy-de-Dôme ou la chaîne des Puys. Ce festival est aussi l'occasion de promouvoir la place des femmes dans la recherche scientifique. Alors que beaucoup de jeunes filles se détournent des formations scientifiques, pensant ne pas en avoir les capacités, lorsqu'elles continuent dans ces domaines, en général, elles sont excellentes. On peut citer de nombreux exemples. Vera Rubin, cette astrophysicienne américaine qui a montré l'existence de la matière noire, Jocelyn Bell Burnell de Cambridge qui a démontré l'existence des trous noirs, ou encore plus récemment Sophie Adno qui vient d'être recrutée comme astronaute pour succéder au célèbre Thomas Pesquet. Cette année, Astroverne recevra aussi une femme éminente, Agnès Cousin, qui est la seule Française à piloter un robot sur Mars, encore un exemple d'excellence féminine. Votre festival permet aussi de donner une place importante à la transmission du savoir. Nos jeunes ne sont pas oubliés, puisque plusieurs ateliers animés par des scientifiques de très haut niveau leur sont réservés. Je suis passée ce matin et je vous assure que les étoiles n'étaient pas que dans le ciel. Je les ai vues beaucoup dans les yeux de tous les jeunes et de très jeunes qui bénéficiaient de vos savoirs. Rendre concret et accessible aux jeunes cette culture scientifique est essentiel pour les encourager dans leur choix. Trop d'élèves se détournent de ces études avec un sentiment que ces études sont inatteignables. L'astronomie est un domaine qui passionne et fait rêver, alors peut-être que ces quelques jours passés avec les étoiles réveilleront des scientifiques qui sommeillent en eux et révéleront aussi des vocations. Je tiens, et je m'associe à Monsieur le maire, pour terminer, à féliciter très, très chaleureusement 2 associations sans qui rien ne serait possible, Infini Science, qui s'illustre depuis 2015 et qui a fait venir, et Nicolas le soulignait, de prestigieux scientifiques, et AstroJeunes, qui organise plusieurs fois par an dans des écoles, collèges et lycées de toute la France des journées dédiées à l'astronomie et au spatial. Donc un grand merci à vous et à tous ceux et aux bénévoles qui animent ces associations, sans bien sûr oublier Nicolas, notre astrophysicien chamaliérois, le local de l'étape dont on est si fiers. Voilà. Donc bon festival à tous, qu'il soit rempli, et ça j'en suis convaincue, de discussions passionnantes sur notre univers et nos belles observations, et de très belles observations dans le ciel du Puy-de-Dôme. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais présenter le conférencier de ce soir. Alors, je fais ça depuis 2018 et puis depuis 2015 à Infini Science, et c'est la première fois que je vais présenter quelqu'un que je connais très bien. C'est probablement mon meilleur ami en sciences, puisqu'on bosse dans le même domaine, dans les premières galaxies. Il va vous en parler ce soir. Donc je vais vous présenter Guido Roberts Bossani, qui a fait sa thèse à l'UCL, sous la double direction d'Amélie Saintonge et de Richard Ellis. Richard Ellis, c'est une ponte vraiment dans le domaine de l'étude de l'univers lointain. C'est là qu'on s'est connus, puisque moi j'étais aussi à l'UCL en même temps. Et puis après, il est parti en 2019. Il a voulu s'éloigner un peu de moi. Il a dit non, je vais très très loin de Cambridge. Je vais partir à UCLA, donc l'University of California à Los Angeles. Donc il a passé 4 ans là-bas avec Tommaso Treu. Tommaso Treu, il a été un des tout premiers scientifiques au monde à avoir du temps sur le télescope spatial James Webb. Et il a recruté Guido en lui disant tu vas venir m'aider à analyser les données.
Et on a de la chance, c'est que dans quelques semaines, il va revenir en Europe. Ça y est, l'Europe a réussi à le récupérer. Et il va venir en Suisse. Il a réussi à avoir une bourse prestigieuse donnée par le Fonds national, la Science Foundation en Suisse. Il va rentrer à l'Observatoire de Genève. Avant que vous écoutiez sa conf, gardez bien à l'esprit que aujourd'hui, si on devait citer probablement les leaders du domaine des premières galaxies, dans les 3 premiers noms qu'on donnerait, il y aurait certainement celui de Guido Roberts Bossani. Donc c'est une très belle conférence qu'on va avoir, j'en suis sûr, ce soir. Et je vous demande d'applaudir Guido. C'est à toi. Bonsoir à tout le monde, bienvenue. Merci d'être venu. Avant de commencer la science, j'aimerais bien remercier toute l'équipe d'Astrovergne et Monsieur le maire et tout le monde qui a contribué à l'organisation de ce merveilleux festival et surtout de m'avoir invité ici pour pouvoir donner cette présentation malgré mes efforts de m'éloigner de Nicolas ici en Europe. Donc je suis très content d'être ici. J'espère de vous communiquer un tout petit peu pourquoi l'étude des toutes premières galaxies elle est importante, comment on trouve les toutes premières galaxies, le progrès qu'on a fait jusqu'à maintenant pour les identifier et les caractériser, et finalement aussi pour vous montrer exactement comment dans seulement 1 an, l'arrivée de ce merveilleux nouveau télescope, le télescope spatial James Webb, ou JWST, est en train de complètement révolutioniser nos connaissances sur les toutes premières galaxies. Donc je vais vous emmener sur un voyage qui traversera à peu près 98% du temps cosmique. Pour vous donner une idée, l'âge de l'univers, c'est 13,8 milliards d'années. Et avant que vous paniquiez, je vous assure, je ne vais pas vous tenir pendant quelques milliards d'années ici. Donc, vous aurez noté ici cette superbe image derrière moi. En fait, ce n'est pas une image du JWST, c'est l'image la plus profonde qu'on avait avant JWST, jusqu'à maintenant, de l'univers. Vous noterez qu'il y a beaucoup d'objets ici dedans, et des objets de plusieurs formes, de plusieurs morphologies, de plusieurs couleurs. Il y a des objets qui apparaissent plutôt rouges, plutôt jaunes, plutôt bleus, et ce serait assez logique qu'on assume que beaucoup de ces objets ici sont des étoiles. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Dans cette image, il n'y a pas une seule étoile. Il y a 5000 galaxies. Et dans cette image-ci, parmi toutes ces galaxies, on trouve la galaxie la plus lointaine identifiée jusqu'à maintenant avec le télescope spatial Hubble. Et donc pour moi, cette image, en vrai, elle représente très bien notre modèle actuel de l'univers. Le but de la science et de l'astronomie, c'est de développer un modèle de l'univers qui est cohérent avec les données qu'on reçoit de nos télescopes. Le moment que ce modèle n'est plus cohérent avec les données, il faut changer le modèle, il faut le modifier. Et il faut créer une histoire cohérente de l'univers. Et donc, ce modèle actuel, il est compris de galaxies, d'étoiles, de planètes, et surtout aussi, nous, la vie. Donc, c'est un modèle assez exceptionnel. Mais nos modèles n'étaient pas toujours aussi complexes ou complets. Le premier modèle qu'on avait de l'univers, c'était le modèle géocentrique, à l'époque de Ptolémée. Donc, géocentrique, le mot dérive du grec, géo qui veut dire terre, centrique ou kentrikos qui veut dire au centre de, autour de. Donc, ce modèle géocentrique a comme base que la Terre soit au milieu de l'univers. L'univers est centré sur notre Terre et toutes les planètes dans notre système solaire suivent des orbites autour de notre Terre. Maintenant, on sait très bien que ce modèle n'est plus valable. C'est pas comme ça que des données qu'on a, on voit que notre système solaire ne se comporte pas comme ça. Et donc, on a remplacé ce modèle par le modèle héliocentrique. Et à nouveau, ce mot dérive du grec, héliocentrique, hélios qui veut dire soleil, et kentrikos à nouveau autour d'eux. Et cela à l'époque de Copernic. Et donc, ce modèle-ci se base à l'idée que c'est le Soleil qui est le centre de l'univers. Et tous les planètes, tous les objets dans notre système solaire, ils suivent des orbites autour du Soleil. Et donc, si on crée une simulation, par exemple, de tous les passages de toutes ces planètes ici à la base de la physique de ces deux modèles, ça ressemblerait peut-être à quelque chose comme ça. Donc, à la gauche, vous voyez les orbites de toutes les planètes dans le modèle géocentrique, à la gauche et à la droite, vous voyez le modèle héliocentrique.
Et vous voyez évidemment, le passage de toutes ces planètes sur la gauche ne ressemble pas du tout à ce qu'on voit avec nos télescopes, mais le modèle de droite explique beaucoup mieux, ou trace beaucoup mieux, les orbites des planètes qu'on voit maintenant avec nos télescopes. Mais vous constaterez peut-être qu'il y a quelque chose qui manque là-dedans. Je viens de vous montrer une image de 5000 galaxies, pas une seule étoile. Et donc, dans aucun de ces deux modèles, il y a les galaxies. Donc, il y a une partie fondamentale qui manque. Et cela, c'est parce que, en fait, à ces époques de ces modèles, les galaxies n'avaient pas encore été découvertes. Il fallait attendre jusqu'au XVIIe siècle, l'astronome français Charles Messier qui découvre les galaxies. Voilà les objets Messier, qu'on appelle. Ceux-là ne sont pas les images prises par Charles Messier, mais c'est les images prises de ces objets avec le télescope spatial Hubble. Et vous noterez certainement une variété incroyable, une variété d'objets, de couleurs, de morphologie, un peu de tout. Et donc cela, ce que ça a montré, c'est que dans ces modèles de base, il manquait une grande fraction, une fraction énorme de la diversité et du nombre d'objets dans l'univers actuel. Donc il fallait qu'on pousse un peu les frontières de nos télescopes. Et heureusement, dans les dernières 50 années, avec nos meilleurs télescopes au monde, on a réussi à faire des observations clés de notre univers. Par exemple, celui-ci en anglais, on l'appelle le Cosmic Microwave Background. C'est l'empreinte du Big Bang, la première lumière après la naissance de l'univers. On sait que notre univers contient des galaxies et des amas de galaxies aussi. On sait que notre univers contient des systèmes solaires en dehors de notre système solaire. Dans ces systèmes solaires aussi des planètes, des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui se forment dans des systèmes solaires en dehors de la nôtre. Et finalement, on estime qu'à peu près 5% de toute la matière dans l'univers, c'est la matière qu'on voit, qui comprend juste 5% de toute la matière. À peu près un quart de toute la matière dans l'univers, c'est de la matière qu'on n'arrive pas à voir directement avec la lumière. On voit que l'effet de cette matière à travers son influence gravitationnelle sur les galaxies et les amas de galaxies. Et finalement, presque les trois quarts, en fait, c'est de l'énergie noire, on appelle ça. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est, on sait juste que c'est là parce qu'on voit son empreinte sur l'expansion de l'univers. Donc tous ces ingrédients clés, on les utilise alors pour développer un modèle de l'univers beaucoup plus cohérent. Et pour le moment, ce schématique représente, je crois, le meilleur modèle de l'univers qu'on a pour le moment, c'est-à-dire que l'univers a commencé 13,8 milliards d'années dans le passé avec le Big Bang. On voit l'empreinte ici en vert et bleu. Après, pendant quelques centaines de millions d'années, il y a eu une période d'obscurité. Il n'y avait pas encore d'étoiles, pas encore de galaxies, rien, pas de lumière. Après quelques centaines de millions d'années, les toutes premières étoiles se sont formées. Ces étoiles ont formé les toutes premières galaxies. Et ces galaxies, alors, elles ont évolué aux galaxies qu'on voit maintenant dans l'univers local, 13,8 milliards d'années après. Donc, je commence à vous parler de galaxies, mais je n'ai pas encore défini exactement qu'est-ce que c'est une galaxie, pour ceux qui ne savent pas. Donc une galaxie, en fait, c'est un système d'étoiles, de planètes, de gaz et de poussières cosmiques, tous liés par la force de la gravité. Donc ici, je vous montre deux exemples. Une galaxie spirale très belle ici, qu'on voit en face. Une autre galaxie qu'on voit sur son côté. Et en fait, vous voyez plein de détails ici. Vous voyez que ce n'est pas juste une couleur uniforme. Il y a beaucoup de traces bleues. Cette trace bleue, en fait, c'est la lumière qui vient des galaxies jeunes et massives qui émettent de la lumière dans l'ultraviolet, donc de lumière très énergétique. Vous verrez aussi cette couleur brune. En fait, c'est ça, la poussière cosmique dont je vous parlais, et il bloque toute la lumière qui vient de ces étoiles-là. Après, vous verrez aussi cette structure très très belle de cette galaxie. Il y a des bras, des spirales en fait, qui se forment après quelques centaines de millions d'années, pas instantanément. Et dans certaines des galaxies, on trouve aussi des trous noirs supermassifs. Et un des buts de l'astronomie moderne, c'est d'essayer de comprendre comment les galaxies et les trous noirs supermassifs au centre des galaxies forment et évoluent ensemble. Donc en fait, ces galaxies sont les structures les plus grandes de l'univers.
Et comme elles sont tellement grandes, on ne peut pas utiliser des unités normaux, conventionnelles qu'on utilise ici sur Terre, de distance, comme les kilomètres, pour les définir. Donc, on utilise par exemple des unités comme l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance traversée par un ray de lumière dans un an. Donc, la lumière, elle va à une vitesse de 300 000 km par seconde. Et donc, si vous attendez un an, ça traversera à peu près 9 500 milliards de kilomètres dans un an. Et donc, si on applique cette unité à ces galaxies, par exemple, on voit que le diamètre de cette galaxie, cette spirale, c'est à peu près 85 000 années-lumière. L'épaisseur de cette galaxie ici, c'est à peu près 1000 années-lumière. Donc, c'est des structures énormes, vraiment énormes. Si on prenait la voiture ici de Clermont-Ferrand, qu'on allait sur une autoroute cosmique à 130 km à l'heure, ça nous prendrait à peu près 700 milliards d'années pour traverser cette galaxie. Donc pas exactement pratique. Donc voilà, je vous montre deux exemples de galaxies. Nous, on vit dans une galaxie aussi, la Voie lactée. On ne peut pas la voir directement avec nos yeux parce qu'on est dans la Voie lactée, donc on ne la voit pas comme ça de l'extérieur, mais on soupçonne qu'elle ressemble un tout petit peu à ça. Et donc nous, on vit dans une de ces spirales, notre maison, le système solaire et notre Terre. Donc voilà notre position dans l'univers, dans une de ces galaxies. On peut se poser la question, est-ce que toutes ces galaxies se ressemblent? Je vous ai montré deux galaxies qui se ressemblent un tout petit peu. En effet, la réponse, c'est non. Donc je vous montre ici deux autres galaxies. La première, je viens de vous montrer ici, la belle spirale dans l'univers proche. Mais ici aussi, une autre galaxie. Vous verrez qu'il y a clairement une différence entre les deux. Ici, cette galaxie spirale, elle forme des étoiles, elle a une belle structure, elle est plutôt bleue. Cette autre galaxie, c'est une galaxie spirale plutôt, qui ne forme pas beaucoup d'étoiles. Elle a atteint plus ou moins la fin de son évolution. Et voilà, donc il y a deux galaxies qui sont dans l'univers proche, mais qui se ressemblent pas du tout. Si on regarde un tout petit peu loin dans le passé, peut-être les galaxies ressemblaient un tout petit peu à ça. Vous voyez qu'elles commencent à perdre leur structure, elles perdent un peu la couleur, et clairement, elles ne ressemblent pas tout à fait à ces galaxies ici. Donc cette galaxie ici, elle pourrait être le progéniteur à la spirale. Cette galaxie ici, elle pourrait être le progéniteur à cette galaxie qu'on appelle elliptique. Si on regarde encore plus loin dans le passé, voilà ce que ressemblent les galaxies. Vous voyez qu'elles perdent complètement leur structure. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses intéressantes avec ces galaxies. Elles perdent complètement leur structure, elles forment quelques étoiles, mais en gros, c'est quelques pixels sur une image. Mais en fait, ceux-ci sont des galaxies qu'on voit 1 milliard d'années après le Big Bang. Et ces galaxies pourraient être les progéniteurs de ces galaxies-là. Donc le but, le boulot en vrai de nous, en tant qu'astronomes, c'est de créer une histoire cohérente de l'univers, de la formation et de l'évolution de l'univers, et aussi des galaxies, essayer de comprendre comment ces galaxies se sont formées, évoluées, et comment elles ont accumulé leur masse stellaire. Et donc on est dans un sorte, en tant qu'astronome, des voyageurs du temps. Qu'est-ce que je veux dire par cela ? Avec l'aide de nos télescopes, on sait bien que la lumière voyage à une vitesse bien définie, 300 000 km par seconde. Ça veut dire que quand on voit un objet stellaire ou un objet extragalactique, on la voit tant qu'elle était à un certain moment dans le passé. La lumière de cet objet ne nous arrive pas instantanément. Donc par exemple, le Soleil, la lumière du Soleil met à peu près 8 minutes pour arriver à notre télescope. On voit le Soleil tant qu'il était il y a 8 minutes. Si on va un peu plus loin, Saturne, la lumière arrive dans à peu près 80 minutes. L'étoile la plus proche à nous, Alpha Centauri, 4 années à peu près. Si on va un peu plus loin au centre de notre galaxie, la Voie lactée, 26 000 années. Donc, vous voyez que ces temps-là, ces distances et ces temps pourraient ressembler des temps incroyablement grands. Mais en fait, sur l'échelle des temps et des distances cosmiques de l'univers, c'est des temps et des distances minuscules. Si on va au-delà de notre galaxie, à la galaxie la plus proche à nous, Andromède, par exemple, la lumière d'Andromède met à peu près 2,5 millions d'années pour arriver chez nous. Encore plus loin, un amas de galaxies,
2,3 milliards d'années pour arriver chez nous. Donc on voit cet amas de galaxies tant qu'elle était il y a 2,3 milliards d'années dans le passé. Et finalement, on peut aller jusqu'au début de l'univers, l'empreinte du Big Bang, 13,8 milliards d'années dans le passé. On voit l'univers quand elle avait juste 1% de son âge. Donc la question se pose, jusqu'à quel point dans le passé est-ce qu'on doit aller pour voir les toutes premières étoiles, les toutes premières galaxies? Et donc l'étude des galaxies, en vrai, de ce que je vous ai dit, c'est important parce que la formation des galaxies, ça représente la formation des toutes premières étoiles, des toutes premières structures de l'univers qui en fait servent comme maison pour nous. Elle représente la formation de tous les premiers éléments, autres l'hydrogène et le hélium, par exemple. Par exemple, l'oxygène ou le carbone qui vraiment donne la base pour la vie et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on connaît ici autour sur Terre, par exemple. Donc, ça fait partie de nous. Et aussi, ces galaxies, les toutes premières galaxies, les étoiles, elles ont eu un impact énorme sur l'état de l'univers. Donc, c'est assez important d'étudier toutes ces premières galaxies. En fait, l'étude de ces premières galaxies, c'est l'étude de notre histoire cosmique. Donc pour faire ça, il nous faut un télescope vraiment puissant. On ne peut pas utiliser nécessairement le télescope de tous les jours. Il faut un télescope spatial, comme le télescope spatial Hubble, que vous voyez ici, qui était une mission surtout de la NASA, mais aussi d'autres partenaires comme l'ESA, qui a été lancé en orbite en 1990 sur le Space Shuttle américain que vous voyez ici. C'est un télescope surtout optique qui a un miroir de diamètre 2,4 mètres, que vous voyez ici, et c'est en orbite autour de la Terre. Donc en 2002, ils ont installé une caméra qui s'appelait le Advanced Camera for Surveys, ACS. Cette caméra, c'était une caméra optique qui était faite spécialement pour trouver les toutes premières galaxies. Et donc ils ont pointé en 2004 ce télescope à une région du ciel qui soupçonnait être complètement vide. Il n'y avait rien du tout. Et ils ont observé là pendant une semaine, presque une semaine, et cela, c'est l'image qui est arrivée. Donc, pas du tout vide. Vous voyez qu'on vit dans un univers assez unique. Vous voyez à nouveau, il y a plein d'objets ici dedans, des objets de morphologie différente, de couleurs différentes, de tailles différentes. Et il n'y a que 2 étoiles ici, une étoile ici et une autre ici en haut. Donc, c'est que des galaxies. Vous voyez ici à peu près 10 000 galaxies. Cette image-ci est créée avec 342 images individuelles, à peu près 100 heures. Donc si vous voyez l'image dans son entier, tout de suite, les astronomes qui voulaient trouver les premières galaxies ont fait une recherche sur cette image et ont trouvé 28 galaxies que vous voyez ici. Donc elles ne paraissent pas nécessairement spéciales, c'est des petits objets ici, rouges, compacts, qui n'ont pas vraiment une morphologie bien définie, n'ont pas l'air tellement intéressants en vrai. Mais c'est des galaxies presque primordiales, c'est des galaxies qu'on voit quand l'univers avait que 1 milliard d'années, c'est-à-dire 7% de son âge de maintenant. Donc est-ce que cela sont des toutes premières galaxies, la première génération des galaxies? La réponse c'est non. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ça, au-delà de 1 milliard d'années après le Big Bang? La réponse, c'est oui, mais il faut un télescope infrarouge. Et la raison pour ça, c'est principalement parce que dans l'optique, la lumière UV des galaxies est bloquée. Donc je vous montre ici, par exemple, une nébuleuse dans notre galaxie. Les piliers de la création, c'est un lieu où les étoiles se forment, de la poussière et de gaz, surtout de l'hydrogène, de l'hélium, mais aussi de gaz comme du carbone, comme de l'oxygène, etc. Et vous voyez que c'est assez difficile à avoir au-delà de la poussière dans ces colonnes. Dans l'optique, ça c'est l'optique de Hubble. Mais si vous allez dans le proche infrarouge, voilà l'effet. Donc vous voyez que c'est nettement différent. Là, vous voyez à travers toute la poussière, vous voyez toutes les étoiles ici, et donc c'est clairement une image très différente à ce que je vous montre ici dans le visible avec Hubble. Donc c'est pour ça principalement qu'il faut aller au-delà de l'optique et à l'infrarouge. Avant le lancement du James Webb, le télescope de Hubble a essayé de faire ça. En 2004, ils ont
installé, en 2009, ils ont installé un nouveau caméra, une caméra infrarouge, ou proche infrarouge plutôt, et ils ont regardé à nouveau la région du ciel que je vous ai montré. Ils ont combiné toutes les images qu'on avait en optique et en infrarouge, et voilà l'image qui est apparue. Ça s'appelle le Hubble Extreme Deep Field en 2009. C'est l'image la plus profonde qu'on a de l'univers avant l'arrivée du James Webb. Là-dedans, il y a à peu près 5000 galaxies. C'est créé avec 500 heures, 2000 images qui sont allées dans cette image finale. Et pour vous donner un peu une idée, cette région du ciel, elle est extrêmement petite. Pour vous montrer, ça c'est la Lune à l'échelle. Donc si vous prenez 1 euro par exemple, que vous le mettez juste là, cette partie du ciel serait représentée par l'œil de la personne sur l'euro. Donc c'est une région du ciel très très petite. Et donc ils sont allés chercher à nouveau les galaxies lointaines et ils en ont trouvé 4. Vous voyez ici, cette image-ci, c'est la partie de l'image que je vous ai montrée au début. Donc vous en trouvez 4 ici. Ces 4 galaxies, on les voit comme elles étaient 500 millions d'années après le Big Bang. Donc quand l'univers avait que 5% de son âge, à peu près. Et cette galaxie, c'est la galaxie la plus lointaine détectée avec Hubble, que vous voyez. Et ça l'était jusqu'à l'arrivée du James Webb. Donc maintenant qu'on a trouvé parmi les galaxies les plus lointaines, on peut se demander d'abord, est-ce que ce sont les galaxies, la première génération de galaxies? On soupçonne que ce n'est pas le cas. Nos observations et nos simulations nous disent que ce ne sont pas les premières générations de galaxies. Et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelles sont leurs propriétés? Et donc, avec ces belles images et les instruments sur Hubble, on a fait, avec Nicolas, cette belle simulation qui montre un peu ce qu'on pense soit les propriétés de ces galaxies. On pense qu'elles forment beaucoup d'étoiles, que ces étoiles elles explosent, qu'elles distribuent le gaz d'oxygène, de carbone dans le milieu interstellaire, on appelle donc le milieu entre toutes les étoiles, et à la fin qu'ils ont peut-être aussi un tout petit peu de poussière. Donc voilà les propriétés en gros de ces galaxies primordiales. On ne pense pas qu'elles soient tellement évoluées comme les toutes premières galaxies que je vous ai montrées, mais elles commencent déjà à évoluer et développer des signes, disons, d'évolution. Donc qu'est-ce que Hubble nous a appris? Si on regarde ici, donc sur la gauche c'est maintenant, à la droite c'est le Big Bang, donc l'axe horizontal c'est le temps. Ici, le nombre de galaxies. On voit qu'à fonction de temps, quand on regarde dans le passé, il y a de moins en moins de galaxies. On en a trouvé 4, les 4 galaxies les plus lointaines trouvées avec Hubble. Mais on a atteint la limite de Hubble. On ne sait pas voir au-delà des capacités de Hubble. Il faut un autre télescope, un télescope qui observe surtout dans l'infrarouge pour trouver les toutes premières galaxies. Et c'est peut-être le James Webb. Donc le James Webb, conceptuellement, ça a commencé bien en avance. Déjà en 1989, c'était à l'époque appelé le Next Generation Space Telescope. Ça a été proposé à la NASA. La NASA, pendant 10 ans, a réfléchi si elle voulait créer ce télescope. Et en 2003, ça a été accepté comme projet en partenaire avec l'Agence spatiale européenne, et ça a été renommé le James Webb Space Telescope. Et donc, ils ont commencé à planifier en 2003 et à construire ce télescope. Voilà la version finale de ce télescope infrarouge. C'est le télescope spatial le plus grand et le plus complexe qui a jamais été créé. C'est un partenaire entre NASA, qui est représenté par les États-Unis, donc l'Agence spatiale européenne, donc l'Europe, et aussi l'Agence spatiale du Canada. Ça a coûté à peu près 10 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, cela représente à peu près 1% du budget de NASA. Donc ça pourrait sembler beaucoup, mais en vrai c'est très peu dans le cadre de tout l'argent qu'a la NASA et les États-Unis. Et ça a été lancé en décembre 2021, donc Noël de 2021. Et les premières images sont arrivées 6 mois plus tard, à peu près en 2022. Et le James Webb avait comme deux buts, premier but, de trouver les toutes premières étoiles, les toutes premières galaxies, vues dans l'infrarouge.
et d'étudier les atmosphères des exoplanètes, c'est-à-dire les planètes en dehors de notre système solaire, pour essayer de trouver de la vie extraterrestre. Vous voyez, ce télescope a un miroir assez particulier. Ce n'est pas un miroir, entre guillemets, normal, disons. C'est un miroir qui a un diamètre à peu près de 6,5 mètres, mais formé de 18 hexagones. Et la raison pour ça, c'est que c'est un miroir tellement grand que c'est difficile à créer dans une seule façon. Donc, ils ont créé des petites pièces ici qui, à la fin, bougent pour créer un seul miroir. Chaque hexagone est couvert à peu près par 100 nanomètres d'or. La raison pour ça, c'est que l'or reflète très bien l'infrarouge. Et donc, si vous allez dans l'espace que vous voulez capturer toute la lumière infrarouge, il faut bien que ce miroir reflète très bien les raies dans le détecteur. Et à la fin, ce télescope a 5 couches de matériel ici qui servent comme abri pour la lumière qui vient du Soleil. On ne veut pas que ce télescope se réchauffe. Et voilà, comme comparaison, vous voyez ici le miroir de Hubble, 2,4 mètres, 2,6 mètres, et voilà le miroir de JWST. Donc vous voyez, il y a quand même une grande différence. Donc c'est le télescope le plus grand, le télescope spatial le plus grand jamais créé, plus ambitieux aussi. Et pour vous donner une idée de sa taille, voilà, à l'échelle, vous voyez, il y a des personnes ici juste en dessous. Ce télescope mesure à peu près la taille d'un court de tennis. Donc c'est énorme. Donc il y a des contributions très importantes de l'Europe. Ici, il y a 4 instruments. Vous voyez des personnes juste autour pour l'échelle. Il y a 4 instruments sur ce télescope. NIRCam, créé par l'Université d'Arizona, qui prend des photos dans l'infrarouge et un peu dans l'optique. MIRI, qui a été créé par l'Agence spatiale européenne et la NASA, qui regarde dans le loin infrarouge. NIRIS, qui a été créé par l'Agence spatiale du Canada, que en fait c'est un spectrographe, on appelle ça, et NIRSpec, un autre spectrographe créé par l'Agence spatiale européenne. Donc la contribution de ce télescope, la contribution européenne est très importante. Il y a 2 des 4 instruments qui ont été fournis par l'Europe. Donc je vais vous montrer une petite vidéo. Voilà le télescope qu'on met ensemble. Voilà le miroir principal. Ça, c'est à Houston, si je ne me trompe pas. Donc voilà le miroir final qui monte. Après, ils vont mettre voilà, le miroir sur la partie principale du télescope. Mais comme ce télescope est tellement grand, à la fin, pour le lancer, voilà, vous voyez, il y a des personnes là pour vous montrer un peu la taille. Ce télescope a été plié comme de l'origami, parce que c'était trop grand, mis à bord la fusée de Ariane Espace, l'Ariane 5, et puis lancé depuis la Guyane française. Donc voilà, vous voyez le lancement. Ce télescope n'est pas en orbite autour de la Terre, il faut aller beaucoup plus loin que ça, donc au-delà de la Lune. Ça a pris à peu près 2 semaines pour arriver là, et pendant ce temps-là, ce télescope il s'est déplié et il a pris sa forme finale. Donc, et après 6 mois, c'est là, après 6 mois de son lancement, que les toutes premières données ont commencé à arriver. Donc voilà, donc ça c'est une simulation. J'ai eu la chance d'aller avec Nicolas aussi en Guyane française pour voir ce lancement en vrai. Donc je vous montre la vidéo. Après 1 minute, on sort sur le balcon, on entend ça, on voit ça. 6, 5, 4, 3, 2, unité, top. Maintenant, il y a quelques secondes pour la fusée pour commencer. Donc, mise à feu du moteur. Allumage UAP, décollage. Le lancement. Décollage, lift-off from a tropical rainforest to the edge of time itself. Big Web begins a voyage back to the birth of the universe. Punching a hole through the clouds, 20 seconds into the flight, good pit program. Vous effraie un chemin à travers les nuages. Trajectoire est nominale. Vehicle performance is nominal. Les performances sont nominales pour le lanceur. Donc voilà, à la fin, on voit juste une petite fraction de tout le trajet de JWST. À la fin, on voit 30 secondes peut-être du télescope. Mais on ressent les vibrations et le son
pendant des minutes après encore. Donc c'est assez impressionnant. Donc pendant que JWST se déployait, les toutes premières images sont arrivées, des images de essai. Je veux stresser ça, des images de stressé. Je veux aussi stresser, avant que je repasse à d'autres, que le lancement européen de ce télescope était fait tellement bien. On a prévu que ce télescope aurait pris des observations pendant 5 ans à peu près, mais le lancement a été tellement bien fait, tellement précis, qu'on prévoit maintenant que le télescope sera opérationnel pendant 15 à 20 ans, grâce à ce lancement européen. Donc voilà les toutes premières images pour aligner tous ces miroirs, tous ces hexagones, ces 18 hexagones. Vous voyez ici l'étoile auquel ils ont pointé pour être sûr que les images étaient bonnes. Et ici, une autre image en infrarouge. Donc en général, on part de contamination d'étoiles. Normalement, quand on prend des images du genre, on voit plein d'étoiles et la lumière de ces étoiles contamine la lumière de ces galaxies. Maintenant, le télescope est tellement sensible qu'on part de contamination de galaxies. Donc il y a tellement de galaxies dans ces images, n'importe où on pointe, il y a des galaxies qui contaminent nos images. Et pour vous donner un peu une idée de cette évolution des télescopes spatiaux et comment le James Webb pourrait... les capacités de James Webb ont amélioré, voici l'évolution de la même image avec 3 télescopes différents. Le télescope WISE américain, le télescope Spitzer aussi, tous les deux des télescopes infrarouges, et voici l'image de JWST. Donc vous voyez la différence en résolution et en sensibilité de ce télescope. Cela étaient des images d'essai, je veux stresser. Et donc 6 mois après, le président Biden a annoncé la première image, et après ça, les 5 premières images ont été, je vous en montre 4, ont été montrées au public. Donc vous en voyez ici 4 qui étaient des images exceptionnelles. Une nébuleuse ici où vous voyez, c'est un peu difficile à voir ici sur l'écran, mais vous voyez dans une image prise dans l'optique, il n'y a qu'une étoile. Si vous prenez la même image dans l'infrarouge, vous voyez qu'en fait il y a 2 étoiles. Donc il y a une étoile qui est complètement couverte par la poussière qu'on ne voit pas qui est complètement couverte par la poussière, et donc on ne la voit pas dans l'optique, mais on la voit dans l'infrarouge. Ici, il y a 4 galaxies qui interagissent. Vous voyez une galaxie ici, une là et une là. Plein de galaxies autour, derrière aussi. À nouveau, cette contamination de galaxies. Les images sont tellement sensibles qu'on voit que des galaxies, très peu d'étoiles. Une étoile ici. Et donc là, pour la première fois, on peut étudier exactement comment l'environnement de ces galaxies impacte un peu leurs évolutions. Et ici, au final, cette très belles images d'un amas de galaxies dont je vais parler encore un peu plus. Ça, c'est peut-être une de mes images préférées. Je vous ai montré les piliers de la création, l'image de Hubble. Voici l'image dans l'infrarouge du télescope JWST. À nouveau, vous voyez toutes les étoiles derrière. On arrive à passer à travers la poussière, voir exactement là où sont en train de se former les étoiles avec le gaz et la poussière cosmique. Vous voyez même ici, c'est tout rouge parce que c'est la poussière qui est réchauffée par la lumière intense UV de ces étoiles. Et si on combine ces 2 images, on a ça comme image. C'est une image vraiment exceptionnelle. Ça vous montre tous les détails qu'il y a dans le visible et dans l'infrarouge. Voici une autre image prise avec Hubble, très similaire à la première que je vous ai montrée, de la spirale. Vous voyez à nouveau toutes les étoiles qui sont en train de se former. Vous voyez la poussière qui bloque la lumière UV. Et voilà l'image prise dans l'infrarouge avec James Webb. Vous voyez à travers toute la poussière, vous voyez les étoiles qui sont en train de former et même un trou noir au milieu. Et quand on les combine, voilà ce qui arrive. Donc c'est des images vraiment spectaculaires. Ici encore, sur la gauche, c'est une nébuleuse, c'est un endroit où il y a quelques étoiles qui sont en train de former. Toutes ces couleurs, en fait, c'est des couleurs de gaz, de l'oxygène, du carbone et du nitrogène. Donc les différentes couleurs tracent des éléments différents aussi. On peut savoir exactement quelle sorte d'éléments il y a dans ces régions-là, juste grâce aux images. Et ici à droite, une seule étoile qui est en train de se former, avec des jets de gaz qui sortent ici, perpendiculaires, et vous voyez même, avec la résolution qu'il y a, un disque de débris juste ici autour d'une seule étoile. Donc c'est vraiment incroyable, la résolution est incroyable.
Et donc, le James Webb a fait plusieurs, on appelle deep fields, comme le Hubble Ultra Deep Field que je vous ai montré, l'image la plus profonde de l'univers prise avec Hubble. Voici la version, ou une des versions James Webb, et vous voyez, c'est un peu difficile ici sur l'écran, mais vous voyez une diversité incroyable de galaxies. Tout cela sont des galaxies qui interagissent, des galaxies de différentes couleurs, de morphologie, un peu de tout. Et donc, cette image, c'est peut-être une de mes préférées. On ne voit pas très bien, mais c'est une image prise avec Hubble. C'est une image d'un amas de galaxies. Pour vous donner une idée, donc James Webb est allé voir ce amas de galaxies parce que c'était bien étudié avec Hubble, et voici la différence. Et donc cet amas de galaxies, c'est important parce que ça montre un effet qu'avait prédit Einstein. C'est l'effet gravitationnel qu'on appelle la magnification gravitationnelle, que je vous montre ici avec ces petites animations. Ici, c'est nous sur Terre. Ici, derrière, il y a une galaxie lointaine. Et ici, au milieu, il y a l'amas de galaxies. Et donc, les raies de la lumière de la galaxie qui, normalement, n'arriverait pas à la Terre, à nos télescopes, en vrai, la force gravitationnelle combinée de toutes ces galaxies massives dans l'amas, elle forcerait arriver jusqu'à nos télescopes. Donc on voit des galaxies lointaines qui sont magnifiées par un facteur de 13 ou un truc pareil, qui est vraiment incroyable. Donc on voit par exemple des images multiples de la même galaxie parce que ces raies de lumière sont magnifiées autour de cette galaxie-là. Et pour vous montrer un peu l'effet, vous voyez par exemple ici cette galaxie, comment elle est magnifiée, elle a une forme un peu particulière. Ici aussi, là, vous voyez, il y a des populations individuelles de étoiles dans une autre galaxie, pas la nôtre, pas la Voie lactée, des autres galaxies. Et vous voyez clairement cet effet gravitationnel qu'on appelle la magnification gravitationnelle. Donc nous, notre équipe à UCLA, surtout, voilà notre équipe, je vous montre je vous montre quelques personnes de notre équipe, surtout la contribution italienne, donc italien. L'équipe, c'est l'équipe GLASS. Le leader, c'est Tommaso Treu, ici à UCLA. On était les premiers à recevoir les données du James Webb, à part ces images publiques. Donc les premières données scientifiques. Voilà notre écran de Zoom qu'on a reçu, les toutes premières images. On était assez contents. On a des collaborateurs à Rome, ici. On a des collaborateurs aussi au Danemark, en Australie, en Italie, au Japon, en Californie et un peu partout dans le monde. Donc ici, je vous montre un peu la contribution. Vous voyez, on est quand même une équipe avec beaucoup de femmes aussi, des jeunes, des vieux, un peu de tout le monde. Et donc, l'astronomie ne s'arrête jamais. Les toutes premières données sont arrivées. Même avec le Covid, on a dû travailler. Et voici moi un peu bloqué à la maison quand les données sont arrivées. Les Américains ici, donc on analysait les données. Et les données sont arrivées d'un autre amas de galaxies. Vous voyez ici, c'est l'image prise par Hubble. C'est à peu près, c'est similaire à l'amas de galaxies que je viens de vous montrer. Et on a choisi ce amas de galaxies parce qu'elle était bien étudiée avec Hubble. On voulait comparer ce qu'on trouvait avec JWST. Et voilà l'image qui est arrivée avec JWST. À nouveau, on voit un peu des galaxies qui apparaissent en rouge, par exemple ici, qu'on ne voit pas dans l'image de Hubble. On voit les effets de la lentille gravitationnelle pour trouver les galaxies incroyablement lointaines. Donc, on s'est mis à la recherche pour les galaxies extrêmement lointaines, les toutes premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang. Et en 3 mois, James Webb avait déjà repoussé la frontière des galaxies lointaines. Voici les 2 galaxies qu'on avait trouvées, juste 3 à 400 millions d'années, ça devrait dire, après le Big Bang. Donc quand le Big Bang avait que 4%, ou quand l'univers avait que 4% de son âge, et d'autres équipes ont fait la même recherche sur des autres régions du ciel, ont trouvé aussi 2 autres galaxies très 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 lointaines, des galaxies qui se sont formées juste quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc on arrive vraiment à les premières générations de galaxies. Donc je vous montre une petite vidéo. Voilà, c'est une vidéo qui a été créée pour la découverte d'une de ces galaxies qu'on ne verrait même pas avec Hubble. Donc vous voyez, cela, c'est une image de JWST. Toutes ces galaxies ont été confirmées, trouvées avec JWST.
Je vous laisse admirer un tout petit peu cette vidéo. Vous voyez, c'est une galaxie qu'on voit lorsque l'univers avait à peu près 3% de son âge. On a traversé 97% du temps cosmique pour trouver cette galaxie. Elle ne ressemble pas à grand-chose. Pour moi, cette image, c'est l'image la plus spectaculaire qui est arrivée de James Webb. Donc ici, vous voyez l'amas de galaxies que je viens de vous montrer. On pensait que c'était un amas, c'était qu'une partie de toute l'amas de galaxies dans la région. Et vous voyez, en fait, il y a plusieurs amas de galaxies, des galaxies très massifs qui, avec leur pouvoir gravitationnel, leur force combinée et gravitationnelle, magnifient les galaxies lointaines pour qu'on puisse les voir. Sans cet effet, même le James Webb n'aurait pas pu voir les galaxies très lointaines qu'on a découvertes. Et dans ce champ-ci, on en a découvert encore 7. Donc on est passé à une galaxie avec Hubble, à une dizaine avec James Webb en 3 mois. Donc qu'est-ce qu'on a appris avec le James Webb en juste 3 mois? Avec Hubble, on a appris que le nombre de galaxies lointaines diminue quand on regarde plus dans le passé, qu'on avait atteint la limite de Hubble, et maintenant avec JWST, on trouve beaucoup plus de galaxies qu'on pensait dans le passé. Donc peut-être la naissance des premières étoiles et des premières galaxies a eu lieu beaucoup plus tôt qu'on pensait, juste quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Et donc tout cela, c'est assez important. Donc pourquoi est-ce qu'on trouve des galaxies avec JWST et pas avec Hubble, toutes ces galaxies? Il y a trois possibilités, par exemple. La première, c'est que les régions du ciel qu'on observe avec JWST sont assez particulières. Ça peut être. Peut-être il y a plus de galaxies lointaines dans ces régions du ciel qu'on observe avec JWST qu'avec Hubble. La sensibilité et la résolution de Hubble étaient insuffisantes pour trouver les toutes premières galaxies. C'est pour ça, en fait, qu'on a construit le télescope spatial James Webb. Et à la fin aussi, une troisième raison, c'est peut-être que toutes ces galaxies ne sont pas en fait des galaxies lointaines. Et donc la raison serait que en fait, c'est un peu comparable à des phares de voiture. Si vous avez une voiture qui est lointaine mais qui a des phares très très puissants, ou une voiture qui est près de nous mais qui a des phares pas très puissants, à la fin l'effet c'est la même chose. On voit la même intensité de lumière. Et donc c'est à peu près la même chose avec les galaxies. Donc il nous faut un truc en plus. Et cela s'appelle la spectroscopie. Donc je vous montre ici, pas une des meilleurs albums de Pink Floyd, mais en vrai, c'est une leçon importante de physique, et c'est que la lumière qu'on voit, en fait, constitue de toutes les couleurs de la lumière. Et si on la sépare, on arrive à voir des éléments qui sont dedans. Donc, par exemple, c'est un effet qu'on voit dans la nature, tous ces arbres, toute cette nature qu'on voit, elle a des couleurs assez particulières parce que dans la lumière qu'elle reflète, il y a certains éléments, certains atomes, certaines molécules. Et donc, on peut voir, c'est l'empreinte cosmique, si vous voulez, des galaxies. C'est la séparation de la lumière dans toutes ces couleurs pour voir les traces chimiques des galaxies. Donc, pour vous montrer, par exemple, vous voyez, cela s'appelle un spectre, c'est un spectre du Soleil. Donc vous voyez, il y a des traits noirs, par exemple, ici, ce ne sont pas des traits au hasard. Ils ont des structures bien définies, et si on les étudie, on comprend exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère dans notre étoile. Donc c'est un peu comme, je vous donne ça comme analogue, c'est un signal électronique d'un battement de cœur.
Donc un médecin peut comprendre certaines caractéristiques physiques d'une personne en fonction de la fréquence, l'intensité et la période de ces signaux. Et nous, on peut faire la même chose. Si on prend la lumière d'une galaxie, qu'on sépare toutes ces couleurs, on peut voir les traces des toutes premiers éléments qu'il y a dans ces galaxies. Donc, par exemple, dans l'amas de galaxies que je vous ai montré, ici 4 galaxies, vous voyez par exemple des pics, un peu comme le battement de cœur ou le signal de battement de cœur que je vous ai montré. Et si ces pics-là, vous voyez, sont très bien définis. Il y a 2 petits pics et un 3e pic qui est assez grand. Et cela sont les traces d'oxygène et d'hydrogène dans ces galaxies. Donc on arrive à voir l'empreinte chimique de ces galaxies. Que quelques milliards d'années après le Big Bang, on voit qu'il y a des galaxies qui ont déjà commencé leur évolution chimique. Donc revoilà le signal du battement de cœur. En vrai, un spectre ou le signal que nous on obtient par exemple pour une galaxie est un peu plus compliqué que ça, ressemble par exemple à ça. Et donc notre but, notre boulot en vrai, c'est d'essayer de comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ce que ça signifie, tous ces traits, toutes ces intensités de lumière. Et en fait, tous ces traits indiquent la présence d'oxygène, de hydrogène, de magnésium, de nitrogène, tout ça grâce à ces pics-là. Et c'est ça vraiment qui est particulier avec le James Webb. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas faire ça avec d'autres télescopes en espace. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à déterminer très précisément la distance de ces galaxies, leur évolution chimique et quand elles se sont formées, le niveau de formation de ces étoiles. On a toutes ces informations. Donc, juste en un an à peu près, avec les découvertes, avec les capacités du James Webb, on a réussi, avec cette spectroscopie, ces traces de lumière que je viens de vous montrer, on a réussi à confirmer la distance à plusieurs galaxies et voir qu'elles étaient assez proches sur le ciel pour être un amas de galaxies juste 600 millions d'années après le Big Bang. Donc les progéniteurs à des amas de galaxies comme ces amas de galaxies qu'on voit ici dans l'univers local. On est arrivé à découvrir la galaxie la moins lumineuse et ses étoiles juste 400 millions d'années après le Big Bang. On a réussi aussi à voir la trace des éléments autres que l'hydrogène juste 600 millions d'années après le Big Bang, quand l'univers avait que 5% de son âge, à peu près. Et à la fin, on a réussi aussi à voir des signatures d'un trou noir massif dans une des galaxies les plus lointaines, dans une galaxie primordiale qui a eu lieu juste 200-300 millions d'années après le Big Bang. Et finalement, une des découvertes les plus importantes du James Webb, c'était la découverte de ces 4 galaxies. Ces 4 galaxies sont les galaxies les plus lointaines qu'on n'a jamais vues dans l'histoire de la race humaine. On ne pouvait pas voir ces galaxies avec Hubble. Il fallait les miroirs sensibles infrarouges du télescope James Webb pour les trouver et, fondamentalement, ce pouvoir de la spectroscopie pour pouvoir les confirmer. Donc, pouvoir voir exactement les traces de ces éléments dans ces galaxies pour confirmer leur distance. Et donc, quelle serait la prochaine étape de James Webb ? On a eu ce télescope pendant 1 an juste, et on a fait des découvertes incroyables qu'on ne pensait pas pouvoir faire avant le James Webb. Et la prochaine étape serait de trouver la première génération d'étoiles. On appelle cette génération les étoiles population 3. C'est des étoiles qui se sont formées de l'hydrogène et hélium pur, pas par exemple de l'oxygène, du carbone, etc. Vous voyez, par exemple, ceux-là sont des étoiles différentes. Toutes les étoiles ne sont pas les mêmes comme les galaxies. Les étoiles ont des couleurs différentes, des masses différentes, des tailles différentes, des luminosités différentes. Notre étoile, elle est à 1 pixel ici, donc on ne la voit même pas. Donc elle est très petite comparée aux étoiles qui existent dans des autres galaxies et dans notre univers. Donc nous, le but vraiment maintenant, dans notre domaine, ce serait de trouver des galaxies qui ont cette première génération d'étoiles. Et donc, dans seulement 1 an, avant l'arrivée de James Webb, on est arrivé à pousser les frontières de l'astronomie. On est arrivé à trouver parmi les galaxies les plus lointaines avec le télescope Hubble. Et maintenant, avec le James Webb, après seulement 1 an, on a réussi à repousser ces frontières à des niveaux qu'on ne s'imaginait même pas, en 1 an. Donc je vais vous laisser avec cette citation du fameux astrophysicien Carl Sagan. L'azote dans notre ADN
le calcium dans nos dents, le fer dans notre sang, le carbone dans nos tartes aux pommes. Ceux-ci sont les éléments qui ont été créés à l'intérieur d'étoiles mourantes. Nous sommes faits de matériel d'étoiles. Donc, l'étude des toutes premières étoiles, les toutes premières galaxies, c'est très difficile, mais ça représente une étape fondamentale dans l'évolution de la race humaine. L'univers, nous, on vit dans l'univers fait partie de nous, nous, on fait partie de l'univers. C'est l'étude de notre origine. Merci. Merci Guido pour ce fantastique voyage. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je vais peut-être en poser. Ah, il y en a une là. Bon, je ne poserai pas la première. Bonsoir et merci donc pour la conférence très intéressante. Est-ce que j'ai entendu parler que ces points rouges là pouvaient peut-être aussi être des étoiles noires? Est-ce que vous avez entendu, qui en fait seraient des étoiles, des toutes premières étoiles qui seraient faites d'hélium et puis je crois peut-être de matière noire? J'ai entendu parler de ça cet après-midi et je voulais savoir si vous aviez des infos là-dessus. Donc c'est une bonne question. Donc dans cette galaxie, je ne connais pas les étoiles noires, mais cette galaxie, on soupçonne que peut-être elle pourrait avoir, on voit quelques traces peut-être de ces étoiles, ces étoiles population 3, qui se sont formées de l'hydrogène et de l'hélium pur. Donc ça peut que cette galaxie a quelques étoiles de cette première génération. Mais c'est extrêmement difficile à prouver. Et pour prouver ça, je vous garantis, si quelqu'un prouve ça, il gagne le prix Nobel. Il faut être sûr de la découverte. Et pour ça, on n'est pas encore sûr. Il faut d'autres données. Mais c'est un des buts du James Webb. Donc, dans cette galaxie, là, en haut à gauche, ça peut qu'il y a des étoiles, population 3. Mais des étoiles noires, je n'en connais pas. Donc, du coup, tu vas trouver la première génération d'étoiles pour revenir nous faire une conf quand tu auras le prix Nobel. S'il y a des questions dans le gradin, si vous pouvez descendre juste au premier rang, ça m'évitera d'aller crapahuter là-haut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vu que le James Webb a amené beaucoup de progrès, est-ce qu'il y a déjà d'autres projets à la NASA ou dans d'autres agences pour les outils du futur qui nous permettront de voir encore plus loin? Absolument, pas nécessairement pour voir plus loin, mais pour étudier des aspects de l'astrophysique différents. Donc tous ces projets commencent bien en avance, même avant le lancement d'un projet en particulier. Donc par exemple, le James Webb, le concept a été créé avant le lancement de Hubble, par exemple. Donc on a plusieurs télescopes qui vont essayer de contraindre la nature de la matière noire, par exemple, Euclide, et d'autres télescopes, mais je n'en connais pas forcément qui vont essayer de trouver au-delà de James Webb pour le moment. Oui, bonsoir. J'ai une question entre le Big Bang et la limite de la première lumière, l'écran de première lumière à 379 000 années après le Big Bang. Est-ce qu'il y avait du carbone dans cette zone, pendant cette période-là? Parce que vous avez parlé de traces de carbone des galaxies les plus lointaines. Est-ce qu'il déjà il y avait du carbone en diffusion dans l'univers? Donc pas au moment où le Big Bang a eu lieu, et cette empreinte du Big Bang qu'on voit ne montre pas des traces nécessairement de métaux comme le carbone, comme l'oxygène, mais un des buts dans les études d'extragalactiques, c'est d'essayer de déterminer exactement quand les premiers éléments de carbone, d'oxygène se sont formés, et on soupçonne qu'ils ont été formés peu après la première génération d'étoiles. Donc on commence déjà dans toutes ces galaxies à avoir des traces d'oxygène, de carbone, etc. Mais la question c'est est-ce que ce sont les premières générations de galaxies? Et on ne pense pas. On pense pouvoir aller au-delà de ça. Mais les toutes premières études qui ont eu lieu avec le JWST, c'est d'objets qu'on connaissait déjà avant avec Hubble, pour pouvoir comparer. Maintenant qu'on a comparé avec ce qu'il y avait avec Hubble, on va essayer d'aller au-delà de Hubble. Bonjour, merci pour la conférence. Quel est l'intérêt d'avoir des télescopes sur la Terre?
Ça, c'est une très bonne question. Alors, les télescopes sur Terre sont beaucoup plus pratiques et on construit évidemment des télescopes sur Terre. Les télescopes les plus renommés qu'on a en ce moment sont soit sur une des îles de Hawaï, soit au Chili. Les télescopes européens sont au Chili. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut créer un miroir beaucoup plus grand qu'un miroir qu'on peut lancer dans l'espace, parce que c'est difficile à lancer des miroirs ou des télescopes dans l'espace. L'astuce, c'est que, en vrai, ces galaxies, en tout cas pour l'étude des galaxies, les galaxies émettent la plupart de leur lumière dans l'infrarouge. Et notre atmosphère bloque la lumière infrarouge. Et donc, c'est très difficile pour nos télescopes, juste en termes de la sensibilité et la résolution, de pouvoir voir la lumière de ces galaxies. Donc, c'est très difficile et c'est pour ça qu'il faut aller au-delà de l'atmosphère et dans l'espace. Mais si on pouvait construire tous nos télescopes sur Terre pour voir ces galaxies, ce serait beaucoup plus pratique. Pardon ? Ils n'ont plus d'avenir. Ils n'ont plus d'avenir. Si, ils ont d'avenir. Ils ont d'avenir. Il y a par exemple le ELT. Donc, on n'est pas très créatif en astronomie. Le ELT s'appelle le Extremely Large Telescope, qu'on est en train de créer ou construire au Chili. Et donc, ils servent surtout à soutenir un peu la science qu'on fait avec JWST. Il y a toujours des parties de lumière, d'énergie qu'un télescope ne peut pas voir et d'autres peuvent voir. Donc, elles se complémentent. Bonjour. Est-ce que la longueur d'onde qui est plus grande des infrarouges, est-ce qu'elle a une influence sur la résolution des capteurs? Est-ce que pour avoir la même résolution, on est obligé d'avoir des capteurs plus grands, ou est-ce qu'il y a un phénomène de ce type-là? Et puis également par rapport à la chaleur parasite des équipements électroniques en eux-mêmes, enfin, comment ces problèmes techniques sont résolus en fait? Enfin, est-ce qu'ils existent d'ailleurs? Donc, je peux répondre juste à une partie de cette question parce que malheureusement, je ne suis pas ingénieur. Mais oui, il y a un effet du genre. La longueur d'onde influence le type de détecteur qu'on crée, les pixels qu'on développe, etc. Mais comment on les résout, je ne saurais pas vous dire exactement. Je ne suis pas ingénieur. Mais certainement, c'est un effet qui existe. Et on refroidit les détecteurs aussi, non? Oui, ça aussi. Il y avait une question. L'univers est en expansion. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment se fait-il que toutes ces galaxies ne soient pas influencées par la force de gravité qui ferait en sorte qu'elles s'effondreraient dans un point central, par exemple. Alors, il semblerait que ce soit l'énergie noire qui fait en sorte qu'il y a l'expansion de l'univers. Est-ce que c'est vrai? Oui, donc il y a de l'énergie noire qui pousse l'expansion de l'univers. Mais en fait, ça ne veut pas dire que les objets dans l'univers bougent aussi. C'est l'univers lui-même qui agrandit. Ce n'est pas les objets dans l'univers qui bougent nécessairement. Et donc, ils ne sont pas influencés nécessairement par la gravité de l'un et de l'autre. Donc, ils sont un peu indépendants. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Petite question, j'ai vu sur Internet, ils ont parlé du méthylcation. Est-ce que ce serait une molécule organique qui expliquerait en partie l'origine de la vie? Est-ce que c'est une information fondée ou pas? Ça, je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas expert dans le domaine des exoplanètes, mais un des buts de JWST, c'est de caractériser les atmosphères des exoplanètes, c'est-à-dire de voir quel type de molécules sont dans les atmosphères et voir si elles ont des origines naturelles ou des origines de vie, par exemple. Donc, ça peut qu'ils trouvent des molécules qui sont assez difficiles à expliquer à base de conséquences naturelles et qu'il faut une explication au-delà d'une explication naturelle. Maintenant, pour dire, par exemple, qu'il y a preuve de vie ou quelque chose du genre, il faut vraiment des preuves concrètes. Et jusqu'à présent, on n'a pas vu des preuves du genre. Ça peut qu'il y ait une première détection de la molécule du genre, mais j'en suis pas sûr. Bonjour, 2 petites questions. La première, est-ce que, même s'il n'a pas été conçu pour, le James Webb on pourrait intervenir dessus, même si au point de Lagrange, je crois que c'est L2, on ne l'envisage pas. Est-ce que c'est envisageable malgré tout, vu qu'on a prolongé ça, comme vous disiez, la durée de vie?
Et deuxième petite question, est-ce qu'on a trouvé des exoplanètes, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, grâce au James Webb? Et si oui, est-ce qu'on envisage des exoplanètes où on puisse trouver la vie, ou qui soient compatibles voilà, avec la vie? Merci. Alors, pour la première question, si je me rappelle bien, il faut demander à Elon Musk. Je ne suis pas à 100% sûr. Donc, le James Webb est en orbite bien au-delà de la Lune. Ce n'est pas pratique, disons. Par exemple, comme le Hubble, qui est en orbite autour de la Terre. S'il y avait quelque chose, et c'est arrivé, s'il y avait quelque chose qui était arrivé au télescope, on a pu lancer une fusée et à la réparer. Ce n'est pas nécessairement le cas avec le JWST parce que c'est tellement loin de nous. Maintenant, on voit que c'est un télescope exceptionnel, que ça va durer pendant 15 à 20 ans à peu près. Donc, ça peut commencer à parler d'une mission s'il faut. Mais encore, on n'est pas arrivé à ce point-là. Pour la deuxième question, je ne pense pas que le JWST a encore trouvé des exoplanètes, ça peut que je me trompe, mais certainement ça a commencé à caractériser les atmosphères des exoplanètes. Pour la chance de vie, on estime peut-être qu'un quart des étoiles dans les galaxies ont des systèmes solaires, ou peut-être même la moitié, et qu'un quart de ça ont des planètes terrestres comme notre Terre. Maintenant, s'il y a de la vie, c'est aussi difficile à expliquer, à dire concrètement, parce que le seul exemple qu'on a de la vie, en fait, c'est nous sur Terre. Nous, par exemple, les bases de vie, c'est l'eau, par exemple. On n'est pas sûr que ce soit nécessairement une base de vie sur d'autres planètes. Donc c'est difficile à dire, mais on cherche surtout des planètes terrestres où il pourrait y avoir de l'eau. Mais ça, c'est pas facile, parce qu'il faut une planète qui n'est pas trop loin et pas trop près d'une étoile, donc la température n'est pas trop haute et ou n'est pas trop bas non plus, pour que l'eau liquide puisse survivre. Donc on verra. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là et que Guido, on va bouger vers la buvette. Donc si vous avez des questions, eh bien, vous pourrez lui poser des questions autour de la buvette. Un grand merci Guido, c'était son première conférence en français.